Bien, alors peut-être la première question, c'est qu'est-ce que c'est que la neuroéconomie? Alors c'est en fait un travail qui consiste à faire disposer des dernières recherches et des derniers résultats des neurosciences, qu'on appelle les neurosciences, les sciences du cerveau, pour mieux comprendre nos décisions économiques, nos attitudes et nos comportements économiques dans toute la chaîne des processus que nous étudions. Bon, voilà le projet. Alors pourquoi cette discipline s'est énormément développée au cours, disons, des 20 dernières années et plus particulièrement des 10 dernières? C'est en raison du progrès des neurosciences rendu possible, premièrement, par une investigation directe ou presque directe du fonctionnement cérébral à travers l'imagerie cérébrale et toutes les techniques liées à l'imagerie. Alors, petit bémol, les techniques liées à l'imagerie ne sont pas lisibles immédiatement. Si vous regardez une résolution d'imagerie, vous verrez des tas de choses s'allumer, mais pas des choses aussi précises. Ça demande tout un calcul, un repérage et un calcul statistique. Mais néanmoins, on en connaît beaucoup plus sur le fonctionnement du cerveau depuis que ces techniques d'imagerie ont beaucoup progressé et progressent encore. Le deuxième point, ce sont les progrès faits par la chimie cérébrale, en quelque sorte, ce que notre cerveau sécrète, à quelle vitesse, ce que l'on appelle les neurotransmetteurs, sont effectivement une autre partie qui a permis d'approfondir nos connaissances du fonctionnement cérébral. Et tout ceci permet de mieux connaître nos processus de décision, essentiellement. Alors, deux remarques complémentaires. La première, c'est pourquoi peut-être le domaine privilégié d'application qui vous intéresse, c'est le domaine du monde financier. Pas simplement d'ailleurs le monde des marchés financiers, mais le monde de la finance. Alors à cela, différentes raisons. Peut-être la première, c'est que les finances, c'est quelque chose d'en fait d'assez abstrait pour le cerveau, qui demande de l'imagination et dans lequel on vit dans un monde tout de même parfois assez virtuel. D'où l'implication du mécanisme cérébral y est peut-être particulièrement intéressant à étudier. Alors, autre petite observation, vous pourrez me répliquer, mais il existe déjà tout un champ, notamment en finance, qu'on appelle la finance comportementale. Et qu'est-ce qui fait la différence entre la neurofinance, par exemple, et la finance comportementale? Alors, la réponse est simple. Dans le cas de la finance comportementale, on observe des comportements et on s'aperçoit que les comportements observés, soit en laboratoire, soit en termes réels, sont souvent assez éloignés de ce que l'on attendrait des réactions dites rationnelles ou des modèles logico-mathématiques ou des résultats des modèles logico-mathématiques. Et bon, on n'a pas d'explication. On a des explications fournies par des théories très hypothétiques. L'avantage de la neuro, c'est qu'elle remonte en amont le processus et dit, compte tenu de ce que nous savons du fonctionnement cérébral, on en déduit tel ou tel biais possible ou tel élément d'explication de ces comportements, parfois un petit peu distants ou distincts des comportements purement rationnels, ceux qui sont étudiés par la discipline logico-mathématique des finances. Voilà quelques mises au point qui sont nécessaires. Alors on est dans un domaine en pleine expansion et je vais simplement maintenant vous présenter les principaux avantages, les principaux apports récents de cette neuroéconomie, et plus particulièrement de la neurofinance, à la compréhension de phénomènes économiques, de comportement et de décision. La première, je pense que l'essentiel de l'apport porte sur l'analyse de l'incertitude et du risque, qui je reviens à la finance, par définition, c'est le monde de la finance, qui vit dans l'anticipation et par conséquent dans l'incertitude. Alors, un constat, l'incertitude est toujours reliée à une émotion. D'où le débat de savoir raison contre émotion. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une combinaison de calculs et d'émotions.
Et Damasio, qui est un des grands des neurosciences, nous a montré très clairement dans une série d'expériences et en regardant les gens qui avaient des lésions à certaines parties, combien l'émotion était nécessaire à la prise de décision risquée. Alors, la deuxième chose qui nous apparaît rapidement, c'est qu'en fait, il y a certainement deux catégories d'incertitude. Il y a l'incertitude, celle qui est dans nos modèles de référence, ce qu'on appellerait l'incertitude attendue. C'est-à-dire on fait une projection et on s'attend à un résultat. On a une attente. Alors l'attente implique qu'il y a une émotion. On s'attend à ce que ça soit bien ou mal. Nous verrons ça tout à l'heure. Et puis il y a une autre partie de l'incertitude, fort peu étudiée par les économistes, quelques exceptions près, c'est l'incertitude inattendue, c'est-à-dire la surprise, qui peut être bonne ou mauvaise. Alors pourquoi c'est très intéressant de pousser cette analyse, notamment de l'incertitude inattendue, notamment dans des périodes de crise ou des curiosités sur les marchés financiers, c'est que le cerveau ne travaille pas du tout de la même manière face à une incertitude attendue et face à une incertitude inattendue. Dans le cas de l'incertitude attendue, il se réfère au modèle de référence et voit l'écart. Ah ben j'attendais plus, j'ai pas tout à fait ce que je voulais, etc. Ou inversement. Dans le cas de l'incertitude inattendue, c'est plus du tout ça. Il va à toute allure rechercher d'autres informations, soit dans un environnement parfois très lointain, d'où la bizarrerie, soit dans ses propres souvenirs, soit dans des souvenirs imaginés, pour trouver l'amorce d'une référence. Et donc, d'où l'explication de certains comportements étranges liés à ces surprises ou à ces incertitudes inattendues. Ça me semble un apport important, il faudra encore travailler dessus. Deuxième apport important, on a l'habitude, par simplification, de ramener les situations d'incertitude au risque et le risque souvent des probabilités, voire notamment les travaux très formalisés des algorithmes mathématiques. Or, il y a toute une catégorie d'incertitude extrêmement importante que, d'ailleurs, dans la théorie de l'addition existait déjà, qui est bien antérieure, c'est ce que l'on appelle les situations d'ambiguïté. Alors, qu'est-ce que c'est que les situations d'ambiguïté ? Ce sont les situations où, soit on ne dispose pas assez d'éléments pour avoir des distributions de probabilités propres, ce que diraient les mathématiques, on a des probabilités incomplètes, soit on dispose de probabilités, ou on a des probabilités subjectives, mais contradictoires. Par exemple, on a sur tel titre en bourse, il y a certains experts qui vous font un calcul dans un sens, d'autres dans un sens opposé, et on n'a pas de moyen de faire un arbitrage. Quand on est dans des situations ambiguës, on n'est pas du tout dans le cerveau, là aussi, ne travaille pas du tout de la même manière que lorsqu'il travaille, on le sait par des expériences, dans des situations risquées. Et donc on ne peut pas ramener l'ambiguïté au risque. Et ceci entraîne deux conséquences comportementales que l'on a bien observées. La première, c'est que comme le cerveau n'aime pas l'ambiguïté, il a une aversion à l'ambiguïté qui est beaucoup plus grande que l'aversion qu'il pourrait avoir au risque, alors il va chercher des biais. Alors, le premier biais, c'est de ne rien faire. D'où ça explique certaines périodes où il ne se passe rien, alors qu'on se demande pourquoi le marché ne reprend pas. Dans d'autres cas, pire encore, certains opérateurs vont intuitivement préférer un titre, une option, une opération plus risquée, mais dont il peut mesurer, au moins dont il croit pouvoir mesurer, des probabilités. D'où des prises de risque accélérées du fait de l'ambiguïté. Alors pourquoi je vous parle tant de l'ambiguïté ? C'est qu'en situation de crise, comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent on n'a pas de visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a pas de visibilité ? On est dans des situations très ambiguës. Et pourquoi les situations ambiguës risquent de devenir les situations les plus courantes ? C'est parce que la probabilité, justement, pour qu'on soit dans des situations d'ambiguïté s'accroît avec le nombre des informations. Si vous avez beaucoup plus d'informations, vous allez avoir pas mal d'informations qui se contredisent, ou dont le contenu sémantique se contredira. D'où l'importance de cette distinction et la possibilité de mieux la cerner par la neuroéconomie. En gros, devant une situation ambiguë, il y a beaucoup plus de cellules qui sont mises en œuvre dans le cerveau, et le cerveau travaille beaucoup plus lentement. Alors ça, c'est un troisième élément, peut-être important, c'est que nous n'appréhendons pas de la même manière une attente de gain ou une attente de perte.
Alors, avec une chose intéressante, ce sont deux mécanismes tout à fait distincts et dans lesquels nous ne nous situons pas de la même manière. Il y a toujours une attente dans le risque. L'émotion, on attend un résultat. Alors, quand on attend, on a mis en évidence un système chimique, justement de neurotransmetteurs, l'un est bien connu, c'est la dopamine, qui règle notre système d'une attente de gain. Et on a un autre système qui est moins bien connu encore, mais qui va l'être, c'est qu'est-ce qui se passe quand on attend une perte. Et on n'a pas du tout Alors, la première chose, c'est que les deux mécanismes coexistent toujours, mais il y en a toujours un qui domine l'autre. C'est-à-dire que dans une situation donnée, il y a une prédominance de l'attente de gain ou une prédominance de l'attente de perte. Or, ce qui est intéressant, c'est que nous n'allons pas voir les choses de la même manière. Par exemple, il y a une impatience dans l'attente de gain qui n'existe pas dans l'attente de perte. Quand on attend un gain, on voudrait qu'il se passe tout de suite. Quand on attend une perte, on préfère qu'elle soit éloignée, plus tardive. Et d'où une impatience qui va être différente, et l'impatience a une incidence directe sur nos comportements. Alors, autre chose, donc, sur ces circuits, il y a une tendance, alors là fâcheuse, à des formes d'addiction. C'est-à-dire que le gain appelle le gain et il y a un côté toujours plus. Avec, j'insiste sur la notion de gain et pas sur la notion de valeur. En d'autres termes, c'est l'écart entre ce qu'on a déjà gagné et ce qu'on va gagner un peu plus qui excite, qui est un excitant. Et cet excitant peut entraîner des addictions. Et ces addictions se présentent par un phénomène qu'on appelle parfois le phénomène, puisque ce mécanisme s'appelle le mécanisme de la récompense, dans notre terminologie de neuro. Il y a un phénomène d'anti-récompense qui est qu'il y a un fléchissement du plaisir de ce gain qui fait qu'on en a besoin encore un peu plus et que parfois les meilleurs professionnels peuvent être entraînés à des prises de risques par ce mécanisme. Donc là aussi, on a une voie extrêmement intéressante pour analyser des comportements fréquents, notamment en matière financière, mais pas seulement. Non. On a aussi toute une série de remarques sur les problèmes d'attente de délai, le fait qu'on accélère certains délais ou qu'on en retarde d'autres. Alors voilà un ensemble d'apports qui me semble extrêmement intéressant à méditer pour les décideurs et notamment dans les matières financières. Alors, en conclusion, je voudrais répondre à un certain nombre de critiques qui pourraient nous être formulées, qui m'ont déjà été formulées par certains professionnels. Alors, deux des critiques principales sont les suivantes. La première, c'est très joli de nous présenter comment le cerveau travaille, comment des facteurs, en quelque sorte émotifs ou des biais vont pouvoir transformer les décisions. Mais aujourd'hui, une grande partie des opérations se font de manière automatique. Et par conséquent, le cerveau intervient de manière moins importante, je ne dirais pas minimale. On pourrait être dominé, comme vous le savez mieux que moi, par tout un monde d'algorithmes hyper rapides. En plus, il y a un problème d'accélération de la vitesse et de l'automatisme d'opérations de taille de plus en plus nombreuses et de taille de plus en plus grande. Alors là, j'ai une réponse immédiate. C'est exactement le contraire. En ce sens que, certes, il existe des opérations qui sont préprogrammées, de plus en plus nombreuses, dont on connaît du reste un certain nombre de biais, on les étudie par ailleurs, mais loin de détruire l'apport des neurosciences, je dirais qu'elles ont tendance, au contraire, à les rendre de plus en plus pertinentes. Pourquoi ? Parce qu'une des grandes choses qu'on observe dans le travail cérébral de la décision, en dehors du rôle de l'émotion et de cette combinaison d'arbitrage entre des différents circuits, c'est que le cerveau a une certaine lenteur. Il y a un temps qui ne peut pas être dépassé. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est le cerveau conscient. En revanche, il y a un cerveau beaucoup plus rapide, qui est un cerveau de l'automatisme. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, compte tenu de l'augmentation de la vitesse donnée par les progrès techniques des opérateurs de recherche, le peu de contrôle, mais qui existe tout de même, j'espère, exercé par les hommes,
va être exercée de manière, entre guillemets, de moins en moins consciente. Ça veut dire que le risque d'automatisme, de réaction automatique, et par conséquent expliqué par toute une autre partie du cerveau, peut être de plus en plus important à connaître. Et d'où je plaide pour l'idée que, en fait, le développement moderne de la finance, loin en quelque sorte, mettre au rencard nos recherches sur le fonctionnement cérébral en position de décision, et lui donne au contraire un champ très vaste à étudier. Alors, qu'est-ce qu'on a également comme autre reproche? Alors, il y a un second type de reproche, c'est que pour l'instant, la plupart de ces expériences sont réalisées en laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait? On monte certaines expériences et on regarde ce qui se passe dans le cerveau des impétrants, des sujets, pendant cette expérience. Alors, c'est vrai que c'est un biais de l'expérience, mais là aussi, on pourrait progresser et déjà, par exemple, faire des expériences, non pas sur des populations étudiantes, mais sur des opérations de véritables opérateurs. Pourquoi? Parce que de toute façon, leur cerveau a enregistré un certain nombre de mécanismes qu'on va voir fonctionner à l'occasion de ces expériences. Donc là aussi, cet autre reproche qui est c'est un truc de bocal et de laboratoire est quelque chose qui, me semble-t-il, pourrait également être débattu, et je ne crois pas du tout que les neurofinances pourraient être en quelque sorte gênées par cette seconde critique qui est formulée. Alors, une troisième critique qui touche peut-être plus la macroéconomie, c'est de dire, oui, ça reste une étude strictement individuelle. Et par conséquent, les situations qui intéressent l'économiste, et là j'élargis le champ, pas simplement aux finances, mais à l'ensemble des décisions économiques, sont presque toujours des décisions collectives. Dans une entreprise, il est tout de même très rare qu'on ait des décisions strictement individuelles, et même dans les salles de marché, comme vous le savez, certes les gens sont isolés, mais ils sont en même temps dans un grand espace où il y a tout le monde qui crie parfois. Il m'est arrivé d'y assister. Bien. Eh bien, là aussi, il y a un champ qui est en train de se développer, qui est plus récent, qui est une sous-discipline de la neuroéconomie, qui est la neuroéconomie sociale. En d'autres termes, la relation aux autres est une relation qui va s'inscrire dans notre cerveau. Et on n'agit pas de la même manière quand on est en face d'autres, voire d'un nombre de plus en plus important, et quand on agit seul. C'est tellement intéressant que une des théories tout à fait élémentaires, simplement pour vous donner une idée, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quand vous faites une opération motrice, vous marchez, vous utilisez les mêmes neurones que quand vous voyez quelqu'un d'autre la faire. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui marche, vous rentrez dans ce système. Donc, il y a tout un champ maintenant du social, de l'inter-individuel, qui nous éclaire aussi sur nos comportements et sur là aussi des bizarreries ou des étrangetés. On a mis en évidence, par exemple, des éléments, si ce n'est d'éthique, notamment de normatifs, dans nos comportements. Et on a vu que si on donnait la même expérience qu'on a fait à quelqu'un face seul à un ordinateur ou face à d'autres, les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc là aussi, c'est un champ qui me semble très large et qui mérite approfondissement. J'espère avoir ouvert quelques pistes qui vous feront réfléchir et que nous pourrons nous retrouver peut-être avec des progrès réalisés en euros et avec des questions que vous me poserez. Parce que ce que je crois aussi intéressant, c'est qu'on amorce un dialogue avec la neuroéconomie et les neurofinances, où j'ai les questions que vous vous posez dans ce champ et que vous aimeriez que nous essayions de faire avancer, si ce n'est de résoudre.